Donc, je m'appelle Sylvain Regout, je suis le coordinateur du projet Carbone pour la commune de Beaulieu-Saint-Pierre. Donc, pour la phase de diagnostic, on a d'abord dû cartographier un peu l'ensemble des espaces verts communaux, puisqu'il n'existait pas de carte existante. Il y avait une carte un peu papier qui avait été faite par les équipes pour vraiment voir les zones d'entretien, mais c'était pas très précis. Donc on a vraiment dû dessiner l'ensemble des espaces verts communaux et différencier un peu les espaces où on était propriétaire, les espaces où on était gestionnaire et aussi les espaces où on avait un peu des accords tacites entre communes. Par exemple, Beaulieu-Saint-Pierre entretient une petite zone à Saint-Lambert parce que en termes d'organisation opérationnelle c'est plus pratique, et à l'inverse Saint-Lambert entretient une petite zone de Beaulieu-Saint-Pierre. Il y a parfois des accords de ce type-là. Il y a aussi des sous-traitants de la commune qui gèrent une partie des terrains. Donc c'était un peu voir ce que nous on gérait vraiment par les jardiniers communaux, ce qui était sous-traité, ce qui était géré par du privé, des choses comme ça. Et ensuite, ça c'est vraiment le diagnostic des zones concernées. Et il y avait aussi le coût annuel que ça représentait, donc l'exportation de déchets verts. Donc ça, on a dû faire toute une série de recherches pour retrouver les factures. Donc les factures étaient existantes, mais personne n'avait fait encore ce calcul de savoir, ok, on exporte autant de tonnes par an et ça coûte autant par an. Donc ça représente environ, au moment du diagnostic en 2021, c'était environ 750 tonnes de déchets verts par an pour un coût annuel d'environ 50 000 euros. Beaulieu-Saint-Pierre, on dit souvent, tiens, il y a un grand parc qui est le parc de la Wolu, mais il n'est pas géré par Beaulieu-Saint-Pierre, mais par Bruxelles Environnement. Donc c'est surtout des petits parcs qui sont répartis sur le territoire, plutôt à l'est. Et la plupart des espaces verts sont en voirie, donc c'est pas du tout les mêmes contraintes, parce qu'en voirie, on peut pas faire la même chose que dans un parc. Par exemple, le paillage de feuilles mortes est plus limité que dans un parc où on peut faire des zones plus étendues. Donc ça, c'était vraiment un facteur important, ce qui fait qu'on a dû créer notamment des solutions plus centralisées, parce qu'on ne pouvait pas gérer l'ensemble des déchets verts vraiment sur site, étant donné qu'ils sont la plupart du temps en voirie. Donc c'était surtout ça, la grosse particularité de Beaulieu-Saint-Pierre. Et les marchés de déchets, pour bien fonctionner, il faut toujours fonctionner par lot, parce que chaque déchet a des coûts différents. Et donc, nous, il y avait différents flux dans les déchets verts. Il y avait des déchets verts humides, déchets verts donc plus ou moins secs, on va dire. Et il y avait aussi les déchets verts pollués et les déchets verts type souche qui sont plus difficiles à traiter. Il faut des machines spécifiques pour les broyer. Et donc, on avait ces différents flux et chacun avait un coût différent. Oui, parce que forcément, on paye à la tonne. Et donc, si on amène des déchets verts qui sont très humides, très mouillés, ça coûtera plus cher. Donc, idéalement, les stocker avant de les exporter. Typiquement, les pelouses vont réduire de 3/4 de volume en quelques jours parce que toute l'eau va sortir. Donc, il y a moyen de minimiser les exportations grâce à ça. Donc oui, moi, je les stockerai temporairement. En début de projet, donc en 2021, c'était l'ordre de 70 €. Et en fin de projet, en 2025, on était plus entre 80 et 90 € la tonne. Parce qu'en fait, c'est des coûts fixes annuels récurrents qu'on remet peu en question, parce que pour les autres flux, en fait, c'est des matières qui sont difficiles à gérer localement. Par exemple, les métaux, les communes ne vont pas se lancer dans le recyclage de métaux, alors que les déchets verts, c'est un flux qui s'y prête bien et qui a plus de potentiel à ce niveau-là. C'est une vingtaine de jardiniers, ça dépend un peu des moments. Il y a aussi parfois des stagiaires qui se rajoutent à ça, mais c'est environ 20 à 25 jardiniers qui sont présents chaque jour pour remplir les espaces verts, ce qui est pas gigantesque pour la taille du territoire. Au début du projet, forcément, il y avait beaucoup de réticence du personnel ouvrier de manière générale, parce qu'il y a eu des projets précédemment qui, on va dire, c'était un peu l'universitaire qui vient avec ses grosses bottes et qui impose sa vision, et que c'était moins dans la co-construction, et des projets qui se sont mal passés. Et ça a fait un peu un effet en fait, quand on nous propose des choses de l'extérieur, de gens qui sont déconnectés du terrain, ça fonctionne pas. Et donc, ça ne fonctionnera pas. Et donc là, on a changé l'approche et on a essayé de vraiment co-construire les projets et d'utiliser leur expertise aussi, parce qu'eux travaillent là depuis parfois 20 ans dans ces espaces verts et ont une connaissance fine du territoire
et de la manière de traiter parfois les déchets verts, en tout cas au niveau de l'entretien. Et ils savaient nous aiguiller sur les contraintes qu'ils avaient dans le choix des machines. Par exemple, il y avait plein de considérations techniques pour le choix de la mulcheuse, le choix du broyeur. Le broyeur devait être mobile pour pouvoir broyer aussi en voirie, on puisse broyer dans notre zone de stockage. Les tondeuses, c'est des choses simples, mais en termes opérationnels, par exemple, le plateau de coupe, il fallait pouvoir le lever avec un levier plutôt que descendre de la tondeuse, régler manuellement, parce que quand on fait des dizaines et des dizaines d'hectares par jour, il faut que ça aille vite, quoi. Et donc, tout ça a été pris en compte et on a essayé de vraiment les intégrer dans la réflexion pour que les solutions soient les plus optimisées pour eux. Et voilà, on a essayé de faire les meilleurs choix techniques sur base de leurs connaissances et des nôtres. Et ça a bien fonctionné au final. Typiquement, le mulching, on a choisi une machine qui s'appelle, c'est un type de machine qu'on dit zero turn. Donc, elle peut tourner quasiment sur elle-même à 360 degrés. Pourquoi? Parce qu'on a, comme je l'ai dit, beaucoup d'espaces verts en voirie. Et donc, il fallait des machines qui soient vraiment très mobiles et qui puissent s'insérer dans des petites zones qui étaient assez étroites pour pouvoir passer un peu partout. Et donc, on a fait le choix de cette machine pour tester un maximum de zones de mulching. Initialement, au début du projet, je vous disais, c'était environ 750 tonnes de déchets verts par an. Après les 3-4 ans du projet, on était plus dans les 700 tonnes par an en moyenne, parce qu'à chaque fois, on rajoutait les tonnages annuels. Et vu que c'est la saison des déchets verts, varie à chaque fois les quantités. Donc à la fin, on était environ, de tête, je dirais qu'on était environ 400 tonnes sur 700. C'est ce qu'on vise en tout cas pour 2025. Notamment parce que pour le mésocompost, donc c'est le grand site de compostage de déchets verts, on a prévu une montée en puissance progressive. Et donc la première année, on n'est pas directement à sa capacité maximum, qui est environ 500 tonnes par an. On a dit, voilà, la première année, on fera plutôt la moitié ou 2/3 que la capacité maximale, ce qui me paraît plus proche de la réalité de terrain, parce qu'il y a plein d'adaptations à faire la première année pour vraiment optimiser le site et pouvoir traiter ces grandes quantités de déchets verts. Donc voilà. Et l'idée, c'est que, comme je l'ai dit, on a environ 400 tonnes, et de monter petit à petit en puissance pour capter idéalement la grande majorité des déchets verts du territoire, donc environ 700 tonnes par an, par des solutions pour traiter les déchets verts, mais aussi par des solutions pour éviter le déchet vert, donc faire de la taille douce, réduire les zones engazonnées par faire de la fauche tardive, des prairies fleuries, planter peut-être plutôt des vivaces que des annuels. Vraiment, c'est tout un travail global en fait qu'on essaie d'intégrer dans un projet de gestion différenciée pour vraiment minimiser ce qu'on produit et traiter au mieux ce qu'on traite, quoi. Ça dépend des dispositifs. En fait, les coûts sont pas les mêmes. Par exemple, pour le paillage de feuilles mortes, les coûts sont assez réduits parce qu'on parle d'enclos de feuilles mortes qu'on met autour des arbres et des zones où on va juste souffler, mais on a déjà les souffleuses. Donc, le coût était assez réduit. On parle de quelques milliers d'euros. Mais par exemple, pour le mésocompost, qui est le projet le plus ambitieux, qui traite environ 500 tonnes par an, là, c'est des coûts beaucoup plus importants. Et pour ce type d'installation, là, on est sur 6-7 ans d'amortissement pour vraiment amortir tout le matériel qui a été acheté et commencer à vraiment réaliser des économies substantielles. Mais en tout cas, dès la première année, dès les premiers tonnages qu'on évite, on réduit la facture chaque année. Donc, ce coût fixe qu'on avait chaque année, on le réduit petit à petit. Et quand je dis coût fixe, ça a nuancé parce que c'est un coût qu'on avait chaque année parce qu'on exportait, mais les prix du tonnage des déchets verts augmentent chaque année aussi. Donc c'est un prix qui est potentiellement qui augmente dans le temps. Ben, je dirais que déjà après cette phase de diagnostic, une fois qu'on a une idée des ordres de grandeur, c'est de se mettre en lien avec les gens qui l'ont déjà fait et pourquoi pas faire des réunions concertées avec d'autres acteurs qui veulent faire la même chose que nous. Typiquement, il y a des réunions par exemple sur la JEP à Bruxelles. Il y a plusieurs communes qui participent et c'est de voir un peu chaque commune ce qu'elle met en place, les difficultés qu'elle a et plus se rencontrer autour de, voilà, on essaye de développer des solutions pour gérer nos déchets verts localement. Toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi tes difficultés en ce moment? Des petites réunions ponctuelles réparties sur l'année pour vraiment voir les progressions de chacun, les solutions de chacun et vraiment s'entraider comme ça
à Bruxelles et se faire accompagner s'il y a des besoins spécifiques. Et à Carbone, une des grosses forces, c'est que comme on était plusieurs communes à travailler ensemble, ben voilà, on avait une force d'impact beaucoup plus importante. On pouvait travailler à plusieurs, pardon, sur un projet. Par exemple, on a fait une convention pour mutualiser des machines, mais on a travaillé à 3 communes dessus, 3 services juridiques, et en fait, et 3 services marché public. Ça permet de vraiment mettre l'intelligence collective pour soutenir le projet. Donc ça, c'était vraiment une force force motrice vraiment importante de se concerter entre acteurs publics, quoi. Déjà, je pense que l'important, c'est quand même de diagnostiquer pour savoir de quoi on parle, de savoir un peu les espaces verts dont on est gestionnaire et les identifier clairement sur une carte et avoir aussi une idée de l'ordre de grandeur des quantités qu'on exporte chaque année et le coût que ça représente. Donc faire sur 3 ou 6 ans, enfin le plus longtemps possible, voir chaque année, par exemple en 2024, combien on a payé pour les déchets verts, quelle quantité ça représentait, 2025, ainsi de suite. Pour chaque année, avoir vraiment une idée d'ordre de grandeur et ensuite identifier la typologie des espaces verts communaux. Typiquement, une commune, par exemple, comme Anderlecht, dispose de grands parcs avec des grandes surfaces engazonnées. Typiquement, là, on se rend compte rapidement, sans faire un diagnostic très poussé, que réaliser du mulching sur ces grandes surfaces serait un très grand avantage en termes de réduction des exportations. Si on a énormément d'arbres, typiquement dans des parcs avec des zones très boisées, on pourrait faire du paillage de feuilles mortes et là directement on pourrait toucher des grandes quantités de déchets verts. Oui, je pense que la formation est essentielle parce que typiquement les jardiniers ils ont beaucoup de formations sur l'entretien des espaces verts, sur la plantation, sur les plantes invasives, sur voilà, la gestion vraiment des espaces verts, mais peu sur le traitement, on va dire, du déchet vert. Typiquement, le compostage, il y en a peu qui ont des connaissances là-dessus, qui ont fait un parcours de jardinier ou pas. Et donc là, il y a quand même beaucoup de choses à faire pour que la connaissance s'acquiert chez ce public-là, et aussi des exercices pratiques pour vraiment tester, et idéalement dans des communes qui l'ont déjà fait, parce que le fonctionnement communal et le fonctionnement privé est vraiment différent. Et ça permet vraiment, quand il y a des échanges d'expériences entre communes, d'avoir des publics qui se reconnaissent entre eux. Les ouvriers, par exemple, de Saint-Gilles et de Beaulieu-Saint-Pierre et d'Uccle, c'était chouette de travailler ensemble parce qu'ils ont les mêmes contraintes, fonctionnent plus ou moins de la même manière. Et donc, ça permettait de vraiment trouver des solutions optimales pour avoir un résultat le plus rapide possible.